Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, le procès des viols de Mazan. Gisèle Pelicot est le symbole des victimes de la soumission chimique. On va en parler avec vous. Leïla Chawachi, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacienne au centre d'addicto-vigilance. C'est un centre où vous êtes là pour essayer de travailler sur justement cette addictologie à la soumission chimique. Enfin, et quel est le phénomène? C'est ce qu'on va voir avec vous. Alors, dans le cas de Gisèle Pelicot, elle raconte qu'elle ne se souvient de rien. Elle a tout découvert à travers les vidéos retrouvées sur le portable et l'ordinateur de son mari. Son mari interpellé un peu par hasard en 2020, alors qu'il filmait sous les jupes de certaines femmes, de filles, dans un supermarché de Carpentras. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il était en train de filmer sous votre robe. Non. Si. Vous portez plainte. Il était en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Allez, police direct. Voilà, donc c'est un vigile, la sécurité, qui s'est aperçu. Et pendant l'enquête ensuite, eh bien, il y a eu des enquêteurs qui ont eu la bonne idée de regarder son portable et de voir ces milliers de vidéos, parce qu'il y en avait beaucoup, où sa femme, Gisèle Pelicot, était violée. Alors c'est un obsédé sexuel, un malade, évidemment, forcément. Alors après, c'est évidemment au psy de définir, au médecin, pour violer quand même sa femme qu'il droguait. On ne sait pas si le procès va pouvoir se poursuivre parce que lui-même est malade actuellement et donc il pourrait être ajourné. De quoi parle-t-on quand on parle là, justement dans cette affaire de soumission chimique, Leïla Chawachi? La soumission chimique, c'est le fait de droguer une personne à son insu ou sous la menace, c'est-à-dire sans son consentement, pour commettre un fait criminel ou délictuel. Alors effectivement, dans la majorité des cas, ce sont des agressions sexuelles qui sont retrouvées, des violences sexuelles, de façon plus générale dans nos enquêtes pharmaco-épidémiologiques. Mais il n'y a pas que les agressions sexuelles, il y a bien sûr les vols, les enlèvements, les séquestrations, les tentatives d'homicide, les homicides eux-mêmes, la traite des êtres humains. Il faut bien comprendre que la soumission chimique est un mode opératoire des violences. Comment parvenir à commettre le crime ou le délit? Alors là, dans le cas précis, on a parlé à un moment donné de Temesta, du Temesta. Je ne sais pas ce qui a été utilisé, vous avez suivi ça, forcément? Alors, de ce qu'on entend dans la presse, je laisse les experts faire le procès et je me substitue pas aux experts. Effectivement, on a entendu, en tout cas dans la presse, parler de Temesta, de Stilnox également, de Zolpidem. Ce sont des benzodiazépines et des apparentés aux benzodiazépines, des médicaments qui sont anxiolytiques, donc des calmants, on va pour vulgariser, qui effectivement peuvent être retrouvés dans les affaires de soumission chimique. Dans nos données, ce sont essentiellement les médicaments sédatifs qui sont utilisés. Les benzodiazépines, cette classe de médicaments, arrive en première position. Il faut de grosses doses pour que la personne ne soit plus consciente de ce qui se passe quand même autour d'elle. Alors il y a autant de modes opératoires que d'agresseurs et il faut toujours se prémunir en matière criminelle d'essentialiser les cas. On peut avoir des situations, nous dans nos données, où on a administré justement une faible dose à une personne qui était déjà par exemple très alcoolisée et l'alcool va majorer l'effet des substances et on peut avoir bien sûr une personne qui n'aura rien consommé ni d'alcool ni d'autres substances et qui ne sera pas médiquée et dont la majoration des doses pourra entraîner cette sédation. Mais vraiment, c'est très important de se rendre compte que chaque cas est unique et qu'il faut garder l'esprit bien curieux quand il s'agit d'affaires criminelles. Oui, alors, mais dans le cas de Gisèle Pelicot, visiblement, elle ne buvait pas, quoi. Alors, on lui donnait simplement ce calmant ou en tout cas cette drogue, quoi, entre guillemets. Je mets drogue, entre guillemets. Effectivement, encore une fois, le mode opératoire exact sera justement décrit par les experts et par la justice qui est là pour faire la lumière sur cette question. Mais c'est vraiment important de comprendre que dans ces substances qui sont utilisées, il y a à la fois la sédation, le fait d'endormir, de baisser la vigilance, de faciliter le passage à l'acte. Il y a aussi toute la composante amnésiante, c'est-à-dire que quand bien même on se réveillerait, on a potentiellement aussi un effacement de la mémoire. C'est ça qui est assez incroyable quand même dans cette histoire, parce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de viols, et il y a une perte de mémoire et on ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Alors dans nos données, c'est une victime sur deux qui a une amnésie. Cette amnésie, elle peut être totale, c'est le fameux trou noir, le blackout, ou partiel, des flashs, en espèce de puzzle incomplet que la victime n'arrive pas à reconstituer parfaitement, mais qui peut avoir quand même des intrusions de cette agression qu'elle aurait subie. Donc il y a des victimes qui savent parfaitement ce qui s'est passé, mais qui auront de toute façon le plus grand mal à déposer plainte, à faire la démarche. Et puis celles qui ne se souviennent pas, qui soit vont avoir des marques indicatrices d'agression, donc par exemple se réveiller déshabillé. Des symptômes. Alors il y a des symptômes, et au-delà
au-delà des symptômes, parce que bien sûr on a l'amnésie, les troubles du comportement, les troubles neurologiques, des vertiges, des somnolences, en présence de faits criminels ou délictuels possibles, être déshabillé, avoir un objet introduit, avoir un écoulement au niveau vaginal par exemple, et d'autres signes comme par exemple des vols, un appartement saccagé, des préservatifs usagés autour de soi. Enfin, il y a beaucoup de signes qui peuvent indiquer, mais comme je vous l'ai dit, voyez bien que chaque mode opératoire est propre, puisque là, si on en croit en tout cas ce qu'on lit dans les médias, il y a un mode opératoire tout à fait bien ficelé pour ne laisser place à aucun doute et aucun signe qui puisse alerter la victime, si ce n'est que ces symptômes récurrents qui de toute manière l'ont alerté sur ces symptômes récurrents, puisqu'elle a fait un certain nombre de consultations de ce qu'on a entendu. Oui, donc, elle a fait des pour essayer de comprendre ce qui arrive. Mais malgré tout, les médecins ne pouvaient pas expliquer, quoi. Alors, c'est toute l'importance de la formation des professionnels de santé à large échelle à cette question, mais pas uniquement des professionnels de santé. Alors là, on est dans un cas tout à fait hors norme où l'impensable ne peut être pensé par personne. Mais en revanche, c'est important de comprendre que pour les professionnels de santé, une fois qu'on a éliminé tous les autres diagnostics, parce qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques en soumission chimique, on n'a que des tableaux évocateurs, quelque chose qui peut nous laisser penser à, mais vous imaginez bien que tout vertige ne signifie pas que vous êtes drogué à votre insu, que tout nausée ou vomissement ne signifie pas que vous êtes drogué à votre insu. En revanche, une fois qu'on a écarté toutes les autres possible hypothèse diagnostique, il faut que l'empoisonnement, entre guillemets, que l'administration d'une substance nuisible puisse être une option et que les professionnels aient les moyens diagnostiques de révéler cette preuve. Oui, puis après, il peut y avoir un autre phénomène qui est un peu psychologique. Par exemple, son mari lui disait tiens, attention, c'est Alzheimer qui guette, etc., parce que tu ne te souviens plus de certaines choses ou tu mélanges un peu les choses, quoi. C'est ce qui peut se produire, quoi. Bien sûr, alors là, ça se produit dans les faits aussi extraordinaires que celui qu'on vient de décrire actuellement, mais il y a aussi tous les phénomènes de maltraitance chimique. Là, la personne va vous sédater, va vous endormir, mais pas forcément pour commettre un crime ou un délit derrière, c'est vous maltraiter chimiquement. On appelle ça les enfants battus chimiquement, les seniors battus chimiquement, c'est surtout les extrêmes de la vie, les personnes les plus vulnérables qui sont concernées. Et là, ces victimes n'auront que des symptômes. Elles n'auront pas de signes ni d'agression, puisqu'il n'y a pas eu d'agression au décours. Et c'est tout le travail important de formation qu'il faut faire pour les déceler. Des enfants ou des... Alors, on va sur un autre terrain, là, mais sans doute des enfants et des seniors, des personnes plus âgées. Oui. C'est quoi ? C'est pour les calmer parce qu'elles ont de la douleur ou parce que les enfants... Non, mais je vous pose toutes les questions. Justement, n'y voyez aucun acte de soin ou de bienveillance. C'est vraiment... On parle de maltraitance, là, actuellement. On n'est pas en train de parler d'automédicaments ou d'automédication ou de soins. Ça, c'est vertueux, le soin. Là, on est vraiment en train d'évoquer déjà les extrêmes de la vie sont concernés par les violences sexuelles. Bien sûr que les enfants sont victimes d'inceste, que les personnes âgées sont parfaitement désirables et vulnérables. Pour vous donner une idée, dans nos données, ça commence à 9 mois, ça se termine à 90 ans. Donc il n'y a pas de victimes qui ne puissent être concernées par ce phénomène. Bien sûr, les violences sexuelles sont extrêmement présentes. La sédation forcée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette maltraitance pour ne pas raconter une histoire à un enfant pour dormir, on le tanne avec des substances. Pareil pour son grand-père ou sa grand-mère, etc. Et les personnes âgées sont particulièrement exposées au vol, à l'extorsion d'héritage, au détournement testamentaire, etc. Donc, est-ce qu'on a une idée du phénomène, du nombre de personnes qui pourraient être touchées ? C'est très complexe de définir un nombre pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, l'accès aux analyses toxicologiques est conditionné par le dépôt de plainte. Et la soumission chimique est une affaire technique. Il faut pouvoir l'identifier et ça, ce sont avec des machines que les experts utilisent pour pouvoir aller à faible dose récupérer ces informations. Qu'il faut le faire après, peu de temps après. Très rapidement. Très rapidement. Quand vous dites très rapidement, c'est quoi ? Alors, très rapidement, c'est le plus vite possible. Donc, je resterai sur le plus vite possible. Mais effectivement, si vous prenez que le GHB, c'est 6 à 9 heures dans le sang, 10 à 12 heures dans l'urine. Donc, vous voyez que la cadence est intense. Mais après, vous avez d'autres substances qui peuvent rester plusieurs jours. Mais dépasser 5 jours, il est rare qu'on vous fasse des prélèvements de sang ou d'urine. Il restera le cheveu. Donc, sur nos têtes, c'est notre dossier pharmaceutique que nous avons. Donc, le cheveu pousse d'1 centimètre par mois. Donc là, on peut attendre 1 mois pour faire les prélèvements capillaires. Et après, les experts, en faisant les analyses par fragmentation du cheveu, centimètre par centimètre, on va voyager mois par mois dans les consommations et l'historique des consommations des victimes. C'est impossible de donner effectivement un chiffrage, quoi. Chiffrage, c'est compliqué. Il y a ce qui existe actuellement et ce qui n'existe qu'en France. C'est une enquête pharmaco-épidémiologique.
donc qui existe depuis 20 ans, donc depuis 2003. Et ce que nous avons enregistré en 2022, la dernière enquête en date, c'est 1229 victimes ayant suspecté une soumission chimique. 1229 victimes ayant suspecté. Sur quoi? Sur une période donnée? Sur l'année 2022. Sur l'année 2022. Donc donc dans notre enquête, nous avons inclus 1229 victimes qui ont suspecté avoir été soumises chimiquement, et on voit augmenter de façon exponentielle les déclarations suspectes, donc plus de 69% depuis 2021. Mais ça, c'est vraiment le reflet, il faut bien l'intégrer, de la libération de la parole, puisque c'est depuis 2017 et le hashtag MeToo qu'on a cette levée de voile sur les violences sexistes et sexuelles. Donc il ne faut pas le lire sous le prisme d'une augmentation de la criminalité. Ça, nous ne pouvons pas le dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la libération de la parole a une vertu phénoménale sur les déclarations. Et le tournant est marqué en automne 2021 avec la ramification du MeToo. C'est le fameux hashtag MeTooGHB, où là, il y a une réelle onde de choc qui s'est propagée depuis la Belgique. Oui, parce que ça, on va le voir avec vous dans un instant. On va poursuivre la conversation, Leïla Chawachi, parce que évidemment, ce n'est pas nouveau complètement ce phénomène. Ça existe. Et on va revoir avec vous aussi les produits qui existent. Et est-ce qu'il y a des moyens de se protéger, entre guillemets? On voit ça dans un instant ensemble, dans La Vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h. Et je précise au passage qu'on vient d'apprendre, il y a quelques minutes, que le procès est ajourné. Parce que, évidemment, Dominique Pénicaud, comme on le disait, est malade. Il est atteint d'une infection du rein. Donc, il est absent de l'audience. Et sans lui, c'est difficile de continuer ce procès. On verra la suite. Allez, 9h44. Vous pouvez poser vos questions ou témoigner d'ailleurs. 0826 300 300 sur cette soumission chimique. J'attends vos appels et vous pouvez poser des questions à Leïla Chawachi, qui est pharmacienne au centre d'addicto-vigilance, qui peut répondre justement à vos interrogations. Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, et c'est un procès hors norme avec les viols de Mazan. Je le disais, il est ajourné parce que Dominique Pénicaud, le mari, est atteint d'une infection du rein, et donc il ne peut pas être dans le box. Il est souffrant. En attendant, il y a la souffrance quand même qu'a subi Gisèle Pénicaud. Alors elle a subi sans le subir directement, puisque elle était droguée complètement à son insu. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'évidemment, il y a un jour des enquêteurs qui sont venus frapper à sa porte pour lui dire « Madame, voilà ce qui s'est passé en fait pour vous ». Et au premier jour de son procès, elle avait témoigné dans une forme de dignité. Écoutez. Je pense avoir dit tout ce que je pouvais dire. C'est pas évident, bien évidemment. C'est un exercice de style qui n'est pas facile. Et puis il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Et je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger, bien évidemment. Donc j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer 4 mois. Voilà. Voilà. Leïla Chawachi, vous êtes avec nous, pharmacienne au centre d'addicto-vigilance. Donc elle dit, voilà, on essaie de me piéger, après elle-même avoir été piégée. On en parlait tout à l'heure de toutes les de substances qui existent. Ce que vous me disiez hors micro, là, juste avant de se retrouver, c'est que c'est pas nouveau, ce phénomène. Il y a toujours eu, quoi. Bien sûr. Mais peut-être qu'aujourd'hui, via Internet, ça a explosé, non? Alors, ce que je veux dire, c'est que surtout la soumission chimique a toujours existé, même dans la conscience collective. Elle était simplement perçue aussi différemment. Si vous voyez par exemple dans la mythologie, même dans la mythologie, on parlait de sorcières qui utilisent des substances pour happer les marins, etc. Si vous regardez nos contes de fées, les contes médiévaux, on entend parler des filtres d'amour. En 2024, on parlerait de soumission chimique et de drogue du violeur. Donc c'est quelque chose qui existait. Puis les faits divers sont venus en revanche ancrer. Là, on n'est pas dans le monde de la mythologie et du conte. Dans la réalité, ce mode opératoire criminel, et le tournant qui va s'observer, ça va être dans les années 90, où là il va y avoir une large couverture médiatique sur le phénomène. Et en 97, un premier état des lieux va être réalisé en France à la demande de la Direction générale de la santé, et depuis cette enquête va être institutionnalisée parce qu'on a Pourquoi dans les années 90? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé exactement, c'est exactement cette vague médiatique où on a pu remonter des cas de soumission chimique. Nous, en France, les premiers cas qui ont été remontés, c'était en 1982 par le professeur Jacqueline Jouglar, donc qui a été justement en capacité de lancer l'alerte. Et puis en 97, également avec le professeur Bismuth, on a pu mettre en évidence un usage criminel des substances
donc chez les enfants justement qui étaient dans un état de léthargie. Et c'est dans les années 2000 qu'on a pu faire la preuve en routine sur l'ensemble du territoire national et que l'enquête a été investiguée. De quel produit parlait-on à l'époque et aujourd'hui ce qui a évolué, parce qu'il y a une large gamme, quoi. Alors les médicaments, c'était les premiers à être identifiés en usage criminel, et ces substances ont été identifiées comme telles. C'est la raison pour laquelle c'est l'agence du médicament qui s'est attelée à la problématique. Et d'ailleurs au départ on parlait de soumission médicamenteuse, on parlait pas de soumission chimique. C'est au fil du temps que on a élargi la gamme entre guillemets des agents de soumission chimique. Et nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que maintenant les médicaments restent majoritairement retrouvés, mais on a les drogues illicites qui gagnent du terrain. Aujourd'hui, elles sont au coude à coude. C'est 57% des mentions d'agents de soumission chimique qui étaient des médicaments et 43% des drogues. Ces drogues peuvent être au contraire pas uniquement des sédatifs, donc qui endorment, mais également des stimulants. C'est vraiment les stimulants qui gagnent du terrain, la MDMA par exemple, qui rentre dans la composition des comprimés d'ecstasy, et puis de façon plus générale les nouvelles drogues de synthèse qui maintenant constituent un réel enjeu forensique pour les experts. Et au-delà bien sûr des drogues stimulantes, il y a les drogues dissociatives qui elles vont faire perdre la notion de la réalité. Ce sont les drogues qui sont hallucinogènes, qui vont provoquer des hallucinations. Mais que l'agresseur... Et qui sont... mais alors, où ces violeurs, ces agresseurs retrouvent cela en vente libre ou alors non, les drogues sont interdites. Celles que je vous... bien sûr. Tout dépend ce que vous appelez en vente libre. Non, mais donc, ça veut dire, je veux dire par là, parce qu'il y a... Oui, dans le trafic. Voilà, dans le trafic et sur Internet, évidemment, ces drogues, on peut se les procurer. Et puis, de toute façon, le médicament, il y a toute une batterie réglementaire qui est là pour justement réduire les risques de détournement. Et l'agence du médicament s'y attelle. Mais, par exemple, mettre les médicaments sur ordonnance sécurisée pour éviter les falsifications, réduire la taille des conditionnements, restreindre à certains prescripteurs, ajouter des colorants pour déjouer les tentatives de soumission chimique. Ce ne sont que des mesures de réduction des risques. La réponse ne peut pas être que réglementaire, puisqu'à la fin, les médicaments arrivent dans votre armoire à pharmacie familiale et après deviennent en libre service. Et finalement, la meilleure démonstration, ce sont ce qu'on retrouve dans les résultats d'enquête. Dans la majorité des médicaments utilisés, ce sont des médicaments sur prescription. Donc ça ne veut pas dire que la réglementation n'est pas nécessaire. La réglementation est indispensable, mais elle ne fera pas tout. Lutter contre la soumission chimique, c'est un autre enjeu. Leïla Chawachi, dans ce que vous dites, quand ça existait aussi à cette époque, il y a tout. Il y a eu des violeurs purs et durs, entre guillemets, et ces gens abominables qui abusent d'enfants, de personnes âgées, ce que vous avez dit tout à l'heure, ou de femmes classiques. Et puis, à un moment donné, c'était utilisé dans des fêtes. Certains qui connaissaient un petit peu plus ces médicaments, je vais pas les incriminer, mais notamment on sait en médecine, en pharma, cette pharmacienne, vous savez, il y avait un abus de certains produits. Je pense dans ces aspects festifs. Oui, je pense que ce que nous montre ce procès, et je pense que c'est très important de se rendre compte qu'il n'y a aucune classe sociale, aucune filière particulière qui serait adepte de la soumission chimique et d'autres qui seraient exemptes de tels agissements. Non, les agresseurs peuvent être tout le monde et n'importe qui, et c'est très important de le garder en mémoire. Mais effectivement, on a souvent entendu parler de la sphère festive et on entendait parler uniquement du GHB dans la soumission chimique. C'est une idée reçue, mais comme plein d'idées reçues étaient également présentes sur les violences et les viols de façon générale, les violences sexistes et sexuelles. Donc on avait toujours l'impression que c'était un rôdeur, un mâle solitaire dans une ruelle sombre à la quête d'une proie facile, et effectivement on se rend compte que les violences c'est un peu infiniment plus complexe, que souvent les agresseurs sont connus des victimes et que c'est un abus de confiance et un abus de pouvoir qui va s'exercer sur elles. Donc finalement, c'est pour ça que j'insistais en début d'émission en disant que la soumission chimique est un mode opératoire des violences. Donc on est en train de parler des violences ici, et l'arme chimique n'est qu'à l'arme du crime. Alors, et quelle arme utiliser contre cette arme, justement? Est-ce qu'il y a des moyens de se défendre? Alors l'aspect réglementaire, nous l'avons abordé ensemble, donc il va faire son effet, mais il ne sera pas suffisant et entier en lui-même. Mais bien sûr qu'il y a tout ce travail de sensibilisation qui est extrêmement important à faire à la population générale, le travail d'information des victimes lorsqu'elles demandent de l'aide, comment les informer, vers qui les orienter, la montée en compétence des professionnels de santé. En prévention, c'est difficile. Des jeunes filles qui vont participer à une soirée qui peuvent être abusées parce qu'on va mettre quelque chose dans leur... Comment le déjouer, ça? Alors, c'est toujours très compliqué, la prévention, et on voit effectivement un florilège d'outils de réduction des risques pour éviter d'être drogué. J'ai vu des vernis anti-viol, j'ai vu des couvercles à verre, j'ai vu des dessous de verre, j'ai vu des pailles,
travail, etc. Donc qui malgré tout, même si je pense que c'est très encourageant que des gens s'investissent dans cette question-là, mais entretiennent l'idée finalement que tout est affaire de prudence, il y a qu'à, faut que, il faut juste surveiller son verre, et ça laisse la responsabilité sur les victimes. Je pense que le mot d'ordre important à intégrer, quels que soient les outils qu'on utilise, c'est la vigilance solidaire. C'est l'extérieur qui viendra vous sauver dans ces situations-là. Quand vous écoutez vos doutes, si vous sentez que rien ne va, dans la mesure du possible, il faut s'extraire de la zone de danger. Malheureusement, parfois, les substances auront déjà eu effet et on va être en difficulté pour s'enfuir ou réagir. Faire une analyse, et puis, il y a tous les faits de sidération que vous connaissez pour les victimes de ces violences. Donc, il faut être vigilant ensemble et surtout dans l'espace festif, venir en assistance à toute personne en danger. Où faut-il faire les analyses, si jamais on a un doute? Alors, aujourd'hui, en France, l'accès aux analyses toxicologiques pour la soumission chimique est conditionné au dépôt de plainte. Donc on dépose plainte, on est orienté aux unités médico-judiciaires et lorsqu'on est orienté aux unités médico-judiciaires, des prélèvements conservatoires de sang et d'urine seront réalisés pour pouvoir être sur réquisition, être analysés par les experts analystes. Merci pour toutes ces explications, c'était très intéressant, pertinent. Leïla Chawachi, pharmacienne au centre d'addictovigilance. Dans un instant, c'est Valérie Expert et Gilles Gansman. Je rappelle que ce procès dont nous parlons, les viols de Mazan, a été pour l'instant ajourné. Il est 9h57, bonne journée à l'écoute de Sud Radio.